Alors, à votre avis, quel est l'état de la protection du patrimoine culturel immatériel en Chine et quels progrès ont-ils été réalisés ces dernières années? Oui, alors en tant que l'un des premiers pays qui ont ratifié la Convention de l'UNESCO de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en fait, la Chine a commencé à traiter cette problématique du patrimoine culturel immatériel depuis justement 2004, donc il y a longtemps. Alors, 7 ans après, l'État a beaucoup investi justement dans la sauvegarde de ce dernier et nous avons pas mal développé des dispositifs sur la sauvegarde de ces patrimoines vivants. Premièrement, je pense que sur le système d'inventaire, la Chine a développé un système d'inventaire du patrimoine culturel immatériel à 4 niveaux administratifs. Ceci dit, le niveau national, régional, municipal et celui correspond au bourg. Et nous avons développé en même temps notre propre système pour reconnaître les transmetteurs principaux de chaque patrimoine. Et ces transmetteurs principaux, subventionnés par l'État, ils se chargent de la responsabilité de promouvoir les savoirs et les savoir-faire concernés à la masse publique. Ils se chargent de la responsabilité d'encadrer les disciples, les apprenants pour bien transmettre les savoirs concernés. Et ils sont également responsables de travailler avec les autorités locales sur l'enregistrement numérique de leurs actions de transmission. Et deuxièmement, je pense que sur le plan législatif, alors la Chine a adopté une loi de la République populaire de Chine sur justement la protection du patrimoine culturel immatériel en 2011 qui contribue à la légitimation du statut patrimonial de ces cultures vivantes et à la protection des activités de la sauvegarde par la voie juridique. Et en matière de la transmission, l'État chinois, on encourage toujours l'implantation de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans de différents curriculums scolaires pour les petits, les ados et les adultes, afin que toute la société puisse être consciente sur justement la pertinence de mieux garder ou de mieux sauvegarder ces cultures vivantes et que plus de jeunes puissent être attirés par l'apprentissage de ces savoirs et ces savoir-faire concernés. Et puis, quatrièmement, je pense que la Chine, nous avons réussi à combiner justement la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel bien avec les autres enjeux ou problématiques du développement social et économique. Bah, aujourd'hui, quand on parle du patrimoine culturel immatériel, on parle également de la protection des propriétés intellectuelles, du développement de l'industrie créative, de la recherche des identités nationales et ainsi de l'éradication de la pauvreté via la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors, l'année 2020 marque en effet le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE, avec des résultats spectaculaires obtenus en matière d'échanges culturels. Alors, d'après vous, existe-t-il des potentialités de coopération entre les deux parties en ce qui concerne la protection du patrimoine immatériel? Mhm. Bien sûr, je pense qu'au niveau de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ben, la Chine et l'Europe, on partage déjà beaucoup de similarités, tout en conservant malgré tout également des mesures plus adaptées au contexte particulier de chaque pays d'entre nous. Comme disait M. Xi Jinping lors de son discours fait à l'UNESCO en 2014, la civilisation devient magnifique grâce aux échanges et la civilisation devient riche grâce à l'inspiration mutuelle. Pour ceci, je pense que nous avons bien sûr beaucoup de possibilités de travailler en synergie sur la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, la Chine et l'Europe. Et je sais que de nombreux projets en fait sont déjà en cours de réalisation. Alors juste pour citer quelques idées, je pense que nous pourrions par exemple exploiter ensemble les valeurs esthétiques et artistiques et même économiques de ces patrimoines culturels immatériels de deux côtés pour les employer dans de nouveaux contextes, par exemple dans la haute couture, la production des dessins animés et des films, la fabrication des produits dérivés, etc.
Nous pourrions également penser à exploiter des circuits touristiques transcontinentaux autour du patrimoine vivant de chaque pays, bien sûr après cette période de pandémie. Nous pourrions également favoriser les échanges justement entre les maîtres d'art d'Europe et les transmetteurs principaux du patrimoine culturel immatériel de Chine, favoriser les échanges entre les praticiens européens et les praticiens chinois sur un élément similaire du patrimoine afin de pouvoir s'apprendre l'un de l'autre. Et puis, en tant que chercheur en éducation, personnellement, je pense surtout qu'on pourrait bien utiliser ces patrimoines culturels immatériels comme des outils pédagogiques pour apprendre aux jeunes sur justement la diversité culturelle, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de civilisation supérieure ni inférieure. La civilisation ne fait non plus la distinction entre le bon et le mauvais. Elle est marquée surtout par la diversité. Alors, quelles sont vos attentes concernant la coopération culturelle chine-UE à l'avenir? Comment le patrimoine culturel immatériel chinois peut-il mieux se faire voir à l'étranger? Oui, je pense que au futur, on aura plus d'échanges artistiques, culturels aux différents niveaux et dans de différents domaines entre la Chine et l'Europe. Et en ce qui concerne, aujourd'hui, on parle beaucoup de la sortie de la culture patrimoniale chinoise. On voudrait mieux raconter les histoires chinoises au monde extérieur. Alors personnellement, je pense que tout d'abord, nous pourrions mieux mener plus de recherches sur justement les convergences et les divergences entre la culture chinoise et la culture européenne ou des autres pays. Parce que lorsqu'on s'exprime ces cultures vivantes, c'est toujours plus facile de commencer par quelque chose similaire chez les destinataires. Donc, on pourrait commencer par les patrimoines culturels immatériels qui existent également chez nos destinataires. Et puis, pour que nos destinataires puissent avoir un sentiment familier en voyant ces objets ou ces éléments patrimoniaux. Et puis ensuite, pour les aspects culturels qui nous sont propres, sont très chinois, on pourrait essayer de multiples façons d'apporter justement ces patrimoines aux autres, tout en utilisant la nouvelle technologie, l'Internet, etc., de faire parler eux-mêmes ces patrimoines vivants d'une manière plus intéressante et plus innovante. Et puis, en troisième lieu, je pense qu'il est toujours pertinent de créer ou de saisir plus d'opportunités sur le dialogue international des civilisations. Peu importe que ce soit par des colloques, des conférences, des expositions ou des foires, parce que c'est toujours à travers, selon moi, les dialogues que nous, les êtres humains, on apprend à s'entendre et à se comprendre. Voilà.